Alors, dans ce sujet ESSEC, nous allons étudier une fonction définie par une série. Donc c'est un grand classique, hein, les problèmes d'étude de fonctions définies par des séries, et celui-là en est une merveilleuse illustration. Alors le problème commence par une page de notation, et ensuite sur la seconde page les questions arrivent. Alors c'est pas super bien présenté, il n'est pas bien écrit proprement quelque part à quoi est égal phi de x, donc ça serait bien de le réécrire. Alors voyons voir ce qu'ils font. Donc ils ont posé une fonction phi définie à l'aide d'une... Enfin, ils ont posé une fonction phi à l'aide d'une série. À la première question, on commence par montrer que la série converge pour tous les nombres réels qui ne sont pas des entiers. Autrement dit, on fait l'ensemble de définitions de phi. Bon bah ça c'est un problème de nature de série quoi. Ensuite, une fois que la fonction est correctement définie, on regarde son imparité, puis sa périodicité. À la question 2b, il y a un petit passage il y a une petite décomposition en éléments simples. Et donc à la fin de la question 2, on a montré que phi est impair et périodique de période 1, et on s'en servira plus tard. Donc on commence à comprendre comment est faite cette fonction. À la question 3, on pose une autre fonction définie par une série qui n'est pas fondamentalement différente de la fonction phi qu'on étudie depuis le début. Ils ont l'air d'avoir enlevé le 1 sur x et le terme pour n égale 1, ils ont gardé tout le reste. Alors on établit une relation entre phi et g, bon bah ça découle de sa définition. Ah, ensuite, donc là on est censé étudier la continuité. On va établir une inégalité sur la fonction g, alors probablement en majorant la série, qui va nous permettre de montrer la continuité de la fonction g. Hein, clairement, l'inégalité qu'ils ont donnée permet de montrer que la fonction g est continue sur le segment 0,1. À la question D, bon, bah, on en déduit que la fonction g est continue, ok, puis que la fonction phi est continue. C'est à ça que sert la fonction g, hein, c'est pour aider à montrer la continuité de la fonction phi. Et puis, bah, comme elle est continue sur 0,1 ouvert, mais la fonction étant impériodique, on en déduit qu'elle est continue partout sur son ensemble de définitions. Donc à ce moment-là du sujet, après la question 3, on sait que la fonction est définie sur D, impair, impériodique sur D, continue sur D, mais on a envie de connaître la limite aux bornes de l'ensemble de définitions, c'est-à-dire en 0 plus et en 1 moins. Alors à la question 4a, on fait un équivalent en 0, bon, ça serait bien de le faire en 0 plus, ils le font en 0 tout court, bon. Et ils font une autre limite en 0, donc là c'est pareil, ça serait peut-être bien d'avoir ça en 0 plus, 0 moins, enfin bref. En gros, 0 moins est lié à 1 moins et 0 plus est lié à 1 plus. Oui, voilà, ils font ça en 0 et ensuite ils obtiennent des résultats similaires quand x tend vers 1. Ah, c'est sympa parce que ça veut dire que si on arrive à faire ça, c'est une question qui rapporte double vu qu'on fait la même chose. Donc ça c'est juste la partie 1, autrement dit, on commence à étudier la fonction phi et ses propriétés de base, quoi. On fait la continuité, notamment les limites. Ok, dans cette première question, on nous demande d'étudier la nature de cette série qui est ici. Donc j'ai réécrit là au tableau le lien avec la fonction phi pour qu'on comprenne ce qu'ils veulent nous faire faire. Et donc bah, c'est logique, on veut travailler avec la fonction phi, on a besoin de savoir si elle est définie. Et donc pour ça, on a besoin de savoir si cette série converge pour que la fonction soit définie. À noter qu'en bas, on n'a pas envie que ça s'annule. Et donc il va falloir enlever les valeurs de x qui vont faire que n au carré moins x au carré s'annule. Et donc c'est pour ça que on nous demande de prendre un nombre réel x qui n'est pas un entier relatif. Donc on enlève z. À noter qu'il faut enlever 0 ici et il faut enlever les entiers relatifs non nuls à cause de ça.
On peut tout simplement dire que 2x sur n au carré moins x au carré est équivalent, donc quand n tend vers l'infini, à 2x divisé par n2. Et ce nombre, il reste de signe constant. Alors si x est négatif, c'est négatif. Si x est positif, c'est positif. C'est de signe constant en tout cas quand n tend vers l'infini. Et donc du coup, la série de termes général donnée, j'ai qu'à écrire un de x, ça m'évitera de recopier tout ce pâté là, a même nature que la série de Riemann convergente qui est donnée par cette formule là. Hein, effectivement, on a 2 strictement plus grands que 1, cette série là converge. Donc ça veut dire que donc elle converge. Et puisque cette série-là converge, et pour tout x appartenant à D qui va être égal à R privé de Z, phi de x existe. Autrement dit, l'ensemble de définition de phi, c'est R privé de Z. On va commencer par montrer que phi est impair. On peut déjà remarquer que l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. Et pour montrer une imparité, on fait le calcul de phi de moins x. Et donc l'ensemble D étant symétrique par rapport à 0, moins x appartient à D. Et phi est défini sur tous les éléments de D, donc en particulier en moins x. Donc en fait, ici on a une vraie égalité, le nombre est défini. Hein. Et donc il suffit de remplacer x par moins x dans la formule. Dans celle-là, parce que celle-là nous cache trop de choses. Donc on va avoir moins 2x en haut, n au carré moins x au carré. Et ensuite il reste juste à simplifier. On va factoriser un moins, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Et on obtient que ça fait moins 1 sur x. Le moins là on le laisse ici. Donc le moins a été mutualisé devant. Ensuite celui-là disparaît à l'aide du carré. Et on tombe bien sur moins phi de x. Et donc la fonction phi est impaire. Alors elle est impaire sur son ensemble de définition, c'est-à-dire D. On va faire le calcul de 1 sur n moins x. Donc ce nombre-là n'est pas nul en bas, puisque D ne contient pas les entiers relatifs. Alors, pour la même raison, le nombre nul, le nombre en dessous ici n'est pas nul. On va mettre sous le même dénominateur. Ça fait donc un n plus x. Et si je multiplie en bas par n plus x, ça fait n2 moins x2. Ici, je vais multiplier en haut et en bas par n moins x. Donc je vais avoir moins n moins x divisé par, en bas, n au carré moins x2. Et si je mets sous le même dénominateur maintenant, si je rassemble les deux fractions, j'ai n moins n qui fait 0, x moins x qui me fait 2x. Donc l'égalité donnée est bien vraie. Alors pour établir la impériodicité, on va prendre un élément de D et on va calculer phi de x plus 1. En remarquant que x plus 1 reste dans D, puisque D contient tous les nombres réels privés des nombres entiers. Si on ajoute à un tel nombre 1, on obtient encore un nombre réel qui n'est pas un nombre entier et donc qui reste dans D. C'est important parce que ça veut dire qu'on a le droit de le mettre dans phi, puisque phi est défini dans D. Alors, on va utiliser la relation précédente que j'ai intégrée dans cette formule ici, et qui va donc nous permettre de copier-coller x plus 1 à la place de x. On obtient ça. Alors attention ici. Hein. Alors n plus x plus 1. Alors, une fois qu'on arrive sur cette formule-là, je pense qu'on meurt d'envie de faire un changement d'indice.
mais c'est compliqué parce que on a envie de mettre moins 1 avec ce n et on a envie de mettre plus 1 avec ce n là. Et pour ça, on aurait besoin de séparer les deux sommes. Mais on n'a pas le droit ici parce que séparer, les deux séries divergent. Celle-là, elle est en 1 sur n. Elle a la même nature qu'une série de Riemann pour alpha égale 1 qui diverge. Et celle-là, pareil. On ne peut pas séparer telle qu'elle. Et donc pour ça, on va être obligé de... Je vais faire un calcul intermédiaire. Je vais poser un n. Mettons plus grand que 1. Et on va regarder la somme de 1 à n, ce qu'elle vaut. Donc comme ça, on n'a plus de série, on a une somme, et sur les sommes, on a toujours le droit de faire, de les séparer. Il n'y a pas de problème de convergence quand on a un nombre fini d'addition. Et donc là, par exemple, un petit peu comme avec les sommes télescopiques, je sépare, mais c'est pas une somme télescopique là. Je vais mettre le moins 1 avec le n. Ici, on a moins la somme de n égale 1 à grand N. Donc, je vais mettre le 1 avec le n aussi. Et donc, sur cette somme-là, on va faire un changement d'indice k égale n moins 1, alors que sur cette somme-là, on va faire un changement d'indice L égale n plus 1. Ça nous amène donc, alors sur cette somme on somme en k, on somme donc de 0 à n-1, et on va avoir 1 sur L-x. Sur cette somme là, on va avoir une somme, c'est des k, c'est pas des L. On va avoir une somme pour L qui part de 2 jusqu'à n plus 1, qui nous amène à la somme de 1 sur L plus x. Bon, on a envie de se ramener à ça, mais pour ça, il faudrait qu'on ait une somme avec les deux mêmes indices, si possible. Si possible, qui irait de 1 à n. Alors, on va se débrouiller pour que les indices aillent de 1 à n. Et donc, par exemple, celle-là, on va sortir le terme pour k égale 0, qui fait moins 1 sur x. Et puis, on va mettre une somme qui va de 1 à n. Et du coup, il va falloir que j'enlève le terme pour n que je viens de rajouter. Donc ça, c'est la première somme. La deuxième somme, je vais utiliser une autre couleur, je vais mettre une parenthèse. La deuxième somme, j'ai envie d'avoir une somme qui commence à 1 et qui va jusqu'à n. Mais j'ai rajouté un terme, il faut que je l'enlève, donc je vais enlever le 1 sur 2 plus x. Et il y a le terme en... n plus 1 qui n'apparaît pas là, et donc il faut que je l'ajoute lui. Donc j'ai un n plus 1 plus x. Ok, de telle sorte que j'obtiens donc un... Il y a tout un tas de termes, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais je ne serais pas étonné qu'ils disparaissent. Donc on va les mettre ensemble. Donc ici j'ai un plus 1 sur 2 plus x. Ici je vais avoir un moins 1 sur n plus 1 plus x. Et ensuite, je peux rassembler les deux sommes là. Et donc, j'ai effectivement, alors je vais l'utiliser n comme lettre. J'ai la somme de 1 à n de 1 sur n moins x pour celle-là, moins la somme, moins 1 sur n plus x pour celle-là. J'ai mis les deux sommes ensemble. De sorte que maintenant, quand on fait tendre n vers l'infini, eh bien, ce bout-là va tendre vers, ça va tendre essentiellement vers phi de x plus 1. Et puis, que je fasse pas de bêtises, c'est cette somme-là en fait. Je vais l'écrire comme ça. Ça fait donc la somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur n moins x moins 1 moins 1 sur n plus x plus 1. Donc voilà la limite du terme de gauche. Et maintenant, si je fais tendre n vers l'infini, le bout là va tendre vers 0, le bout là va tendre vers 0. Et donc, toute cette somme va tendre donc vers moins 1 sur x
plus 1 sur 2x, 2 plus x, plus la somme qui va de 1 à l'infini de cette chose-là, qui converge. Voilà, donc ça c'était mon calcul intermédiaire. J'ai introduit un n, et ensuite je fais tendre n vers l'infini. Et ça me permet de dire que la chose qu'on a ici, qu'on retrouve là, c'est cette limite, elle est donc égale, c'est égal à cette limite-là. De sorte que ce nombre-là, on va pas pouvoir le remplacer par celui-là dans notre expression. Et donc on trouve que ça fait... Je vais manquer de place. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un moins 1 sur x, on a un 1 sur 2 plus x, et on a la somme là. Alors, il y a des choses qui me plaisent pas. Il y a un truc qui me plaît pas, il y a un truc qui me plaît pas. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est les deux bouts là que j'ai en trop. J'ai bien moins 1 sur x, j'ai bien moins ma somme, mais les deux bouts là ils sont en trop. Je vais vérifier pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Ça m'étonnerait pas. Alors vérifions. Tac, donc j'ai pris k égale n-1, donc je vais bien de 0 à n-1. J'ai pris l égale n plus 1, donc je vais bien de 2 à n plus 1. Ici j'ai écrit la somme de 1, et donc il faut que je retranche le terme pour k égale 0. Alors attention, il était avec un moins celui-là, donc là... Non, je l'ai sorti de la somme, et donc ça fait bien moins 1 sur x, c'est bon. Et le terme pour n-1, je l'ai mal écrit déjà. Non, j'ai mis n, et je l'ai bien écrit, c'est bon. Et dans l'autre somme... Ah bah j'ai fait une bêtise. La somme là, elle part de 2, et j'ai écrit que la somme partait de 1, mais ici j'ai fait une erreur. Il faut que j'enlève le terme qui n'est pas dedans et qui part de 1. Donc ça fait moins 1 plus x. Et donc en fait, ça me fait un plus ici. Voilà. Donc là, j'ai un 1. Ce qui fait que quand je reporte là-dedans, ici j'ai un 1. Et donc ce terme-là se simplifie avec celui-là. Et on tombe bien sur... Voilà, c'est vraiment limité. On tombe bien effectivement sur... On a un plus 1 sur x comme celui-là. Et on a moins cette somme-là, comme ici, et donc on tombe bien sur phi de x. Donc désolé pour l'erreur ici. C'est clairement la bonne manière de faire, donc si on n'y arrive pas, bah, on fait comme moi, on cherche son erreur, on la trouve, on la corrige, on recycle sa démonstration et on y arrive au bout. Donc le changement d'indice, c'était clairement la bonne manière de faire. Autrement dit, cette fonction phi, elle est impériodique. Donc elle est impaire et impériodique. Alors pour l'existence de G, alors cette fois on prend x dans D, mais on va rajouter 0 et 1. Ceci dit, 0 et 1 ne pose pas de problème parce que ce nombre-là est non nul quand n varie de 2 à plus l'infini. Si on prend x égale 0, 1, donc on n'a pas de problème de division par 0. Et on a toujours l'équivalent qu'on a trouvé à la première question, à savoir que cette chose-là est équivalent à 2x sur n au carré qui reste de signe constant. Et donc la g de x est de même nature. Elle est de même nature que la série de Riemann convergente. La somme de n égale 2, par exemple, à l'infini de 2x sur n2. 2 est strictement plus grand que 1, donc cette série-là converge. Donc oui, G converge, il n'y a absolument aucun problème. Alors à noter que si x vaut 0,
En général, on essaye d'éviter d'écrire que quelque chose est équivalent à 0 parce que c'est toujours faux, sauf pour la fonction identiquement nulle. Mais si x vaut 0, on a la fonction identiquement nulle de l'autre côté, donc c'est même pas faux ce que j'écris. De toute façon, si x égale 0, on n'ajoute que des 0, donc la convergence est triviale. Mais même ce qu'on a écrit là n'est pas faux. Ça marche quand même. Bon, on peut remarquer, on a intérêt à remarquer que la fonction g, elle n'est pas fondamentalement différente du morceau qu'on a ici. Hein. C'est juste qu'on a enlevé le terme pour n égale 1, de telle sorte que si on fait châle maintenant, si on fait châle pour un x appartenant à d, on peut remarquer que phi de x, c'est 1 sur x, moins le terme pour n égale 1 qui va nous faire un 2x sur, où j'aurais intérêt à le faire là peut-être. Hein, on va faire ici, ça va être plus intelligent, oh, quoique c'est pareil. Donc avec x n égale 1, ça fait 1 sur 1 moins x, moins 1 sur 1 plus x, et puis après il nous reste la somme qui va de 2 à l'infini. Alors j'ai la flemme de réécrire, j'ai pas trop la place, donc je vais écrire le bout là, de 2x sur n au carré moins x2, c'est les mêmes de toute façon. Et là on reconnaît g de x. Donc de telle sorte que c'est la relation de Châle qui nous dit que qu'on a cette relation là entre la fonction phi et la fonction g de x. Donc on doit avoir 1 sur x moins 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 sur x plus g de x. Parfait. Donc on a bien vérifié la seconde question. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, ils veulent montrer la continuité sur l'intervalle 0,1. Et en 0 et 1, les bouts là posent problème. Celui-là pose problème en 0+, celui-là pose problème en 1-. Et donc il y a des termes à problème qui vont tendre vers plus ou moins l'infini, compliqués dans phi, qui vont être problématiques à gérer. Et donc ils les enlèvent pour ne garder dans la somme que des termes qui vont pas poser de problème en 0 et 1 et qui seront plus faciles à gérer. Donc notamment, je pense que cette fonction, elle doit être continue sur 0,1 fermé. Donc comment dire, c'est juste qu'ils mettent de côté les bouts difficiles et ils gardent de l'autre côté les bouts faciles pour se simplifier la vie au niveau des calculs. Alors, on doit prendre un nombre h, dans moins 1,5, 1,5. On doit aussi prendre un x dans 0,1 fermé. Et on est censé calculer la valeur absolue de g de x plus h moins g de x. Ok, alors si on prend x dans l'intervalle fermé 0,1 et qu'on donc ça veut dire qu'on est bien dans D union 0,1, donc le nombre là est défini. Et si on ajoute un h qui est compris entre moins 1,5 et 1,5, ça veut dire que ce nombre là il est entre moins 1,5 et 3,5, et donc on est bien encore une fois dans D. Donc ces deux nombres étant dans D, on a le droit, enfin dans D union 0,1 pardon, eh bien on a le droit de les mettre dans G. Donc on va pouvoir les mettre dans cette chose-là. Alors il va falloir qu'on encadre ça. Wow. Alors il faut que je choisisse la bonne forme. J'ai deux formes pour G, il faut que je prenne la bonne, sinon je vais morfler. Mais en gros, ce que je comprends ici, c'est que j'ai G avec X et là X avec un tout petit décalage H. Moi j'ai bien envie de le mettre là-dedans. Parce que si je le mets là-dedans, ça va être vachement plus galère, je pense. Donc je vais essayer de le mettre dans cette somme-là et voir ce que ça me donne. Alors, il y a les valeurs absolues qui sont un peu pénibles. Alors, je vais déjà recopier en prenant pas trop de place, j'espère. Donc, on va avoir du 1 sur n moins x moins h
moins 1 sur n plus x plus h, et on soustrait la même somme mais sans les h en fait. Donc on a 1 sur n moins x moins 1 sur n plus x. Ça c'est un moins, il y a une parenthèse et une grande valeur absolue. Alors comme d'habitude en maths, on a envie de rassembler les choses pour n'avoir qu'un seul objet à étudier, et on a le droit, les deux séries convergent, on a le droit de les rassembler en une seule. Donc pour l'instant je laisse la valeur absolue, mais je rassemble tout en une seule somme. Par contre, je vais déjà rassembler les termes qui se ressemblent, par exemple le 1 sur n moins x moins h, je vais le mettre en couple avec le 1 sur n moins x. Ils vont se compenser un peu les deux là, je pense. Je vais même mettre une petite parenthèse entre eux pour bien vous montrer qu'il faut les mettre ensemble. Ensuite, il y a ce terme-là. Là. Alors, je peux peut-être mettre un... Oh, je peux mettre un plus 1 sur n plus x pour prendre celui-là, qui est avec un plus, et celui-là qui est avec un moins. Encore une fois, c'est le même terme à un décalage près. Je vais les garder ensemble. Donc, voilà la fin de ma somme, et voilà ma valeur absolue. Bon, c'est un peu pénible, hein, les valeurs absolues. On va pas trop tarder à dire que la valeur absolue de la série est plus petite que la série des valeurs absolues. Je pense, mais avant ça, faudra qu'on ait un terme absolument convergent à l'intérieur. Ça a quand même un peu une sale tronche. Alors, on est censé majorer ça par h. Ouais, non, mais je sens que c'est le truc à faire. Alors, remarquons que ce pâté-là, si je mets sous le même dénominateur, ça fait du n-x moins n-x moins h sur du n-x moins h fois du n-x. Et donc ça va simplifier en h sur n-x moins h fois n-x. Ok. Et ce pâté-là, hein, c'est du n plus x plus h moins n plus x divisé par du n plus x plus h. Et ça fait exactement du h sur n plus x fois n plus x plus h. Ce qui fait que j'ai un h en haut ici, j'ai un h en haut là, je peux le sortir de ma somme puisqu'il est en commun partout, et je pourrais le sortir de la valeur absolue. Alors il va me rester pas beaucoup de place surtout, mais je peux écrire ça en tout cas. Ça va me donner valeur absolue de h fois la valeur absolue de ma somme atroce. Donc là je vais obtenir du 1 sur n moins x moins h qui est positif fois n moins x plus la même chose de l'autre bout là, plus du 1 sur n plus x fois n plus x plus h. Voilà. Et à un moment, il va falloir que je majore tout ça comme un bourrin. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? En gros, il faut que je trouve des nombres n-1, n-3,5. En fait, le nombre là, il est supérieur ou égal à n-3,5 puisque x est au plus égal à 1 et h est au plus égal à 1,5. Et alors là, c'est un n-x pas très beau que j'ai écrit. Et ce nombre-là, il est supérieur ou égal à n-1. Et ils sont positifs vu qu'on a pris n plus grand que 2. De ce côté-là, de ce côté-là, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Bon, j'ai qu'à dire la même chose. Hein. Ce nombre-là, c'est encore pire. Il est bien plus grand que n-1 parce que x, il est positif. Et ce nombre-là, il est plus grand que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis un n? Il est plus grand que n-3,5. En fait, il est plus grand que n. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser le fait que la valeur absolue d'une série est plus petite que la série des valeurs absolues. Donc pour l'instant, il faut que je laisse ça comme ça, même si je sais ce que je vais en faire plus tard, parce que j'ai encore une ou deux étapes avant d'en arriver là. C'était un peu prématuré ça là-bas.
Voilà. Ensuite, maintenant, il faut que j'utilise le fait que la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Et il y a aussi qu'on a toujours des séries convergentes, hein, là, mine de rien. Donc, je peux, de toute façon, je vais enlever la valeur absolue, c'est des nombres qui sont positifs. Donc, j'ai pas besoin de faire ça, c'est cool. C'est des séries qui sont convergentes parce qu'elles sont en 1 sur n2. Donc elles sont positives, la valeur absolue est inutile. Hein, on a expliqué là justement que ces termes-là étaient positifs. Et maintenant on va pouvoir majorer comme des bourrins, notamment dans la somme. Bah toi là, t'es plus petit que 1 sur n-3,5 fois n-1, parce que c'est le plus petit nombre positif que je peux fabriquer en bas. Et toi, bah pareil en fait. Donc en fait, il y en a deux des nombres comme ça. Ok, donc il y en a deux, c'est les mêmes, on n'a qu'à les rassembler et faire un 2, et ce nombre, il est exactement à valeur absolue de h fois le c qui nous est donné dans l'énoncé. Et donc, ouf, on est arrivé au bout. Alors, ce qui fait marcher cette démonstration, c'est la chose suivante. Ici, on fait une différence de la même fonction pris à des endroits qui sont très proches, parce qu'en gros, h, il va être petit en général. Donc, la fonction, elle est très proche, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des simplifications. Et donc, bah, il faut écrire la différence, rassembler ensemble, et mettre ensemble les termes qui se ressemblent et qui sont très proches. Vous voyez, quand h est très petit, les deux termes-là sont très proches. Hein. Quand h tend vers 0, c'est les mêmes. Et donc, on met ensemble les termes qui se ressemblent. Après, il se passe un truc un peu magique quand on met sous le même dénominateur, c'est que bah, y a un h qui arrive en haut qu'on va pouvoir sortir. Ça, c'est un peu cool. Et puis après, bah, on majore la quantité qui nous reste et on trouve ce qu'il nous faut. Alors, G continue sur 0,1 parce que pour tout x appartenant à 0,1, G continue en x. En effet, bah comme on a cette relation-là, eh bien la limite quand h tend vers 0 de valeur absolue de g de x plus h moins g de x, elle est clairement égale à 0 d'après cette relation et le principe des gendarmes, quoi. Alors en particulier, la limite quand h tend vers 0, bon, j'aurais peut-être dû dire ça directement, de moins g de x vaut 0. En fait, quand on fait tendre h vers 0 là-dedans, le principe des gendarmes montre que la limite avec les parenthèses sans la valeur absolue est égale à 0. Et du coup, on en déduit en faisant passer de l'autre côté que la limite de g de x plus h, oula, eh bien c'est g de x. Et ça prouve bien que g est continu en x. Hein, ça revient à dire qu'on tend vers x, on se dirige vers x des deux côtés, en tendant vers x, et on trouve bien la valeur en x comme limite. Alors maintenant qu'on sait que g est continu sur 0,1, eh bien on va utiliser cette relation-là, puisque la fonction là est continue sur 0,1 fermé, donc en particulier sur 0,1 ouvert. Donc on peut mettre sur 0,1 ouvert aussi. Mais celle-là
celle-là et celle-là sont continues sur 0,1 ouvert. Donc phi est continu sur 0,1 ouvert. Bon, je me sers pas ça, je me sers finalement que g est continu sur 0,1 ouvert ainsi que les trois autres fonctions. Et la somme de 4 fonctions continues sur 0,1 ouvert est continue sur 0,1 ouvert. Donc phi est continu sur 0,1 ouvert. Voilà pourquoi on a travaillé sur G, on a fait tout le travail difficile, c'est-à-dire établir cette relation-là sur G, et on a montré que G était continu sur 0,1 fermé, alors c'est pour ça qu'on a rajouté 0 et 1 dans D, et une fois qu'on a montré que celle-là est continue sur 0,1 fermé, bah de toute façon, il faut enlever 0,1 à cause des fonctions qui sont là, et en ajoutant les 4 fonctions-là, on obtient que phi est continu sur 0,1 ouvert. Et les fonctions là sont un peu embêtantes, mais on a des formules toutes simples, alors que pour celle-là, on n'en a pas. Donc voilà pourquoi il procède comme ça. Alors, nous avons montré précédemment que G était continu sur le segment fermé 0,1, et que phi était égal à cette relation-là sur D en fonction de G. Donc en particulier quand x est sur 0,1. Eh bien, on va se servir de cette relation-là pour obtenir le comportement de phi en 0. Alors remarquez que en 0 plus, donc on va regarder quand x tend vers 0 plus, eh bien ici on a quelque chose qui tend vers l'infini, mais ce morceau-là, en 0 plus, ça tend vers 0 puisque ça fait 1 moins 1. Et ce morceau-là, bah, puisqu'il est continu, ça tend vers g de 0. Mais g de 0, si on reporte 0 dans la définition de g, ça fait 0. Et donc ça veut dire que en regardant cette expression-là, on a donc phi de x qui est égal à 1 sur x plus un petit taux en 0 plus de 1 puisque le reste tend vers 0. Donc en fait, si on reprend cette égalité-là, bah ça va nous... on a un développement limité qui est asymptotique, qui est assez intéressant en 0+. Bon, il faudra obtenir le même en 0-, donc on peut encore une fois utiliser l'imparité pour écrire que phi de x c'est moins phi de moins x. Autrement dit, c'est moins 1 sur moins x plus petit taux en 0, donc en 0, alors que je dise pas de bêtises, moins x tend vers 0+, et donc x va tendre vers 0-, donc en 1- de ça. Et on trouve effectivement que c'est égal à 1 sur x plus petit taux en 0- de 1. Et donc dans tous les cas, on a phi de x qui vaut 1 sur x plus petit taux en 0 de 1. Alors ça nous donne les deux résultats attendus, parce que si on prend l'équivalent, on obtient que phi de x est équivalent à 1 sur x en 0. Et si je fais passer de l'autre côté, j'ai phi de x moins 1 sur x qui est égal à petit taux de 1 en 0, et ça justement ça tend vers 0. Et donc on obtient bien la limite attendue. Donc précédemment on a établi cette relation là en 0, des deux côtés de 0. Maintenant on peut utiliser le fait que phi est impériodique pour dire que bah phi de x, alors mettons maintenant que x tende vers 1. On a envie de poser que x, ça va être égal à 1 plus u. Donc ça va être égal à phi de 1 plus u, avec un u qui tend vers 0. Ce qui nous donne le droit d'utiliser ce développement limité là. Alors avant de faire ça, il faut d'abord utiliser la impériodicité pour se rendre compte que c'est phi de u. Et donc ça y est, maintenant je peux l'utiliser. Puisque mon u tend vers 0, ça me donne le droit de dire que c'est égal à 1 sur u plus un petit taux en 0 de 1. Et donc je viens d'obtenir un développement limité de phi de x, mais avec des u, ça m'intéresse pas. Il faut que je pense à reporter mes x dans ma relation. Et donc ça concerne la variable u. Si j'utilise la variable x, j'obtiens que ça fait 1 sur x moins 1 plus petit taux, donc quand u tend vers 0, x tend vers 1 de 1. Et donc on obtient des résultats semblables en 1 aussi, à savoir que phi de x est équivalent à 1 sur x moins 1 en 1, et que phi de x moins 1 sur x moins 1 tend vers 0,
quand x tend vers 1.